Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui, on revient comme d'habitude sur nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Apparemment, aujourd'hui, on va parler couleurs. Alors, quelle couleur on va choisir? Le vert, le rouge, le jaune? On va voir ça ensemble. Comment ça va, Sophie? Écoute, plutôt pas mal, pour l'instant en tout cas. J'ai pas encore été contaminée par la grippe aviaire, donc tout va bien. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que tu me parlais de grippe aviaire en tout début de discussion. J'ai hésité à prendre ça comme news pour cette semaine, mais je me suis dit que bon, encore des news tristes, on va essayer de rester quand même un peu dans le positif, parce que là en ce moment on voit la disparition de pas mal de colonies d'oiseaux à cause de la grippe aviaire justement, et bon, c'est un peu triste quoi, donc j'avais envie de passer à autre chose. Et puis à la rigueur, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récap de ce que c'est la grippe aviaire et de ce qu'on a en ce moment, très rapide, la semaine prochaine, quand on aura peut-être un peu plus d'infos sur 2-3 autres colonies que je suis d'assez près. Voilà. Donc du coup, c'est les manchots du Cap, c'est bien ça, qui sont impactés par la grippe aviaire? Bon, pas seulement, entre autres, c'est vrai, Ok. mais il y a plein de colonies de par le monde, de tas d'espèces différentes qui sont durement Bien infectées. sûr. On a des albatros, notamment, on a plein de choses comme ça. Ok, moi je pensais qu'on était dans l'immédiat, dans l'information immédiate, donc c'est pour ça que je me suis permis de réagir sur le manchot du Cap, étant donné que c'est un des oiseaux que tu suis. C'est vrai. Mais bon, on espère que ça va aller bien. Fais attention à toi, évidemment, on rappelle, si vous devez manipuler des oiseaux, tout d'abord prenez des gants, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous n'avez pas les compétences, ne faites rien, voilà. Appelez des professionnels qui se chargeront des oiseaux, surtout avec des cas de grippe aviaire ou d'autres zoonoses. Ce qu'on appelle les zoonoses, ce sont des maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme. Donc voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, puisqu'à mon avis la grippe aviaire, on va avoir l'occasion d'en reparler d'ici de notre côté, peut-être le mois de novembre, décembre ou janvier, avec le courrier de la Sterne. Donc tu vas nous parler aujourd'hui, à la place de grippe aviaire, tu vas nous parler de coloration. Ouais. Donc j'ai fait une introduction sur rouge, jaune, vert, mais ça se trouve on va pas du tout parler de ça, je vais passer pour un non, idiot. t'étais pas loin, on est sur du jaune aujourd'hui, donc c'est pas si mal, franchement. La chance est avec Absolument. moi. Et moi je vais vous parler des helpers, des auxiliaires, comme le décrivent certains scientifiques. J'aime beaucoup le mot. Je connaissais pas, alors je sais pas si c'est le terme qui est utilisé de manière exacte dans la communauté ornithologique française. On va revenir évidemment sur la définition d'helper. Je vais commencer en parlant justement du cratérope bicolore, qui est un oiseau que tu dois connaître, à mon avis, Sophie, puisque c'est un oiseau qu'on trouve au Botswana, en Namibie, en Eswatini, qui est donc le nouveau nom du Swaziland, enfin nouveau nom, ça fait 5 ans que c'est le nouveau nom. Ouais, ça le Zimbabwe et le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, notamment dans le nord de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Et c'est un oiseau qui, comme son nom l'indique, est bicolore, blanc et noir, avec un œil très, très orangé, qui fait partie de la même famille des merles, c'est des turdidés. Et on est sur un oiseau qui vit dans un environnement un peu semi-aride finalement, ce qui va être assez intéressant, puisque lorsque l'on parle justement de helper, on parle de reproduction coopérative. Mm-hmm. Et selon une étude, la reproduction coopérative se fait davantage dans des conditions où les précipitations sont très variables, dans des lieux semi-arides ou arides, selon une étude sortie en 2006. Alors des helpers, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des oiseaux qui vont s'occuper de couver et de nourrir les petits d'autres oiseaux qui ne sont pas les leurs. Donc c'est notamment le cas de jeunes d'une première année qui vont être élevés par leurs parents, et l'année d'après, ils vont pouvoir par exemple aider leurs parents à la couvaison et au nourrissage des petits. Double impact
pour cette alliance, puisque d'un côté, on a un taux de survie qui est beaucoup plus important chez les jeunes qui s'envolent, et de l'autre côté, on a un meilleur apprentissage des jeunes oiseaux, puisque ceux-ci apprennent à mieux couver, apprennent à chercher la nourriture, à connaître aussi différents lieux pour pouvoir trouver de la nourriture plus facilement. Donc c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Et ça concerne, et là je suis assez surpris parce qu'honnêtement je pensais pas que ça concernait autant d'espèces d'oiseaux, 9% des espèces d'oiseaux dans le monde selon une étude. Donc c'est tout de même assez important. On retrouve des helpers dans plusieurs familles. Ça se fait aussi par exemple chez les corvidés. Il y a énormément d'études, notamment sur le jet de Steller qui se situe aux États-Unis, où on a justement des études sur ces reproductions coopératives. Reproductions coopératives qui se font, et là aussi je ne le savais pas, à plusieurs individus, parce qu'on peut avoir donc un helper, on peut également en avoir 2, 3, voire 4. C'est le cas dans l'étude que nous allons étudier un petit peu ensemble. Une étude sortie le 15 avril dernier, publiée dans Behavioral Ecology, réalisée par Amanda Bourne et son équipe. Rien à voir évidemment avec 24 heures chrono, mais c'est tout de même assez cool de pouvoir avoir une femme qui soit autrice sur cette étude. Néanmoins, rien à voir avec 24 heures chrono. Toutefois, pour l'étude, ils ont dû monitorer des nids pendant très longtemps. Ils ont monitoré 46 jours, 35 nids. 28 d'entre eux ont été monitorés, donc c'est-à-dire observés de 5h à 19h. Sans interruption. Ah oui, pas mal. C'est ça. Et 7 autres nids ont été, eux, monitorés sur une période de 2 à 4 jours. Et ils ont aussi monitorer des sessions d'activité de certains oiseaux pour une vingtaine de minutes. Et il y a 44 oiseaux en tout qui ont été monitorés tout seuls pour savoir quels étaient leurs comportements. Et donc l'objectif était de savoir qu'est-ce qui se passait lorsque les helpers étaient soumis à des conditions climatiques, on va dire, plutôt défavorables pour eux, à savoir de fortes chaleurs. Et il s'est avéré que les chiffres qui nous ont été communiqués sont particulièrement intéressants parce que en temps normal, un helper va chercher davantage de nourriture et va beaucoup moins couver que les parents adoptifs. Donc on est en moyenne à 42% de recherche de nourriture contre 31% chez le couple, alors que pour la couvaison, on est à un rapport à peu près 2, puisque les helpers vont couver 19% du temps et les parents 37% du temps. Et si on augmente la température, ils ont pris comme température de référence extrêmement élevée 35,5 degrés, eh bien on s'est rendu compte que les helpers ne s'occupaient quasiment plus de la couvaison. C'est à nuancer parce que en réalité les couples où il n'y avait qu'un seul auxiliaire n'avaient quasiment pas de variation en fait vis-à-vis de la température. C'est dans les groupes où on a davantage d'auxiliaires que ce chiffre a été réduit quasiment pour certaines parties à 0%, alors que les parents couvent à peu près 20 à 30% du temps, donc un tout petit peu moins qu'à l'accoutumée, mais ils couvrent quand même leurs œufs beaucoup plus que les auxiliaires. Donc voilà un petit peu quels résultats on a eu vis-à-vis de ces auxiliaires, en sachant qu'ils ont retirer aussi de l'équation les subadultes qu'ils n'ont pas considérés dans l'étude parce que eux apportent finalement assez peu de soins aux petits. Mais voilà, l'information qui est assez intéressante, c'est que eux couvent moins, mais je parle des auxiliaires, recherchent beaucoup plus de nourriture. On est sur une recherche de nourriture qui est plus importante. Donc effectivement, on passe moins de temps à couver, mais on passe aussi plus de temps à chercher de la nourriture. Ce qui signifie quelque chose, ou pas, je ne sais pas, tu vas me répondre. La couvaison, c'est moins important que la recherche de nourriture en période de forte chaleur. Pas forcément. Enfin, la couvaison, après, le principe, c'est quand même de garder l'œuf au chaud. On est d'accord. Donc bon, s'il fait plus chaud, j'imagine qu'il y a peut-être moins besoin de couver.
Euh, L'œuf, bon, je sais pas si vous savez comment c'est constitué, mais en gros, vous avez la coquille, mais il n'y a pas que ça. À l'intérieur, il y a deux membranes qui vont se durcir ou devenir un peu plus souples en fonction de la température et surtout en fonction de l'humidité. Donc en fait, avoir un parent qui couvre, ça permet de réguler à la fois la température et aussi l'humidité dans le nid. Donc en fait, tout dépend des conditions climatiques autour. Alors j'aurais été intéressée pour savoir les conditions d'humidité autour des nids aussi, parce que la température ne fait pas tout pour la couvaison. Et j'avoue que ça manque un petit peu s'il n'y a pas ça dans l'étude. Ah, je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte. J'avais lu l'étude et il me semble pas Ah, qui rapportent un facteur d'humidité. Alors peut-être que c'est rapporté dans les tableaux parce que il y a des tableaux, on vous fournira bien évidemment l'étude, hmm. mais il me semble pas que ça parle d'humidité. Dans des souvenirs que j'en ai, après, j'ai relu l'étude rapidement tout à l'heure après l'avoir travaillé il y a quelques jours, donc c'est peut-être une information que j'ai pas Oh, mémorisée. ça peut Donc, arriver, hein, parce que des fois, on regarde un paramètre, on regarde pas le reste, on n'a pas forcément les outils pour ou quoi, mais c'est vrai que ça m'aurait intéressé, dans le cas de la couvaison spécialement, de voir le taux d'humidité dans l'air, parce qu'en ce moment, en plus, en Afrique, là, en Afrique du Sud, en tous les cas, on est dans une période sèche, et normalement, enfin, je sais pas, tu m'as dit à quelle période ils ont fait ces relevés, là? J'imagine que c'était vers novembre, ce genre de choses. je crois pas qu'il précise non plus dans l'étude. Il précise 46 jours, mais pareil, j'ai peut-être pas noté. Peut-être Parce que là, ouais, peut-être novembre, peut-être ouais, octobre-novembre. parce que la période de C'est repro, peut-être redit dans l'étude. ouais. C'est entre 2017 et 2018 apparemment, en tout cas, D'accord, ok. ce qui a été monitoré, Ok. d'après ce qu'ils disent. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des informations que j'ai pas loupé, que j'ai un peu loupé. Donc, Non, mais si elles sont pas dans l'étude, elles sont pas dans l'étude, mais tu peux pas les inventer non plus. Non, mais c'est pas grave. On peut pas non plus checker tous les paramètres lors d'une étude, mais ça m'aurait intéressé l'humidité en plus pour voir au niveau de la couvaison. Je pense que ça doit changer pas mal le hmm. comportement des parents aussi, à mon avis. C'est pas impossible, effectivement, c'est pas impossible. Il y a encore beaucoup de choses à savoir sur ces fameux auxiliaires, puisque, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui est utilisé chez tous les oiseaux, Mm. mais il y a énormément, ça commence de plus en plus, c'est fait partie de ces fameux domaines d'études dans l'ornithologie, où on commence à avoir de plus en plus d'études, et on en parle, on va dire, de plus en plus facilement de ces helpers. Donc voilà, encore une étude qui va sans doute en alimenter d'autres, peut-être sur d'autres domaines, peut-être encore sur la température. Qui sait? Parler justement de la température, peut-être savoir si le réchauffement climatique aura un impact sur justement ces auxiliaires, Mm. et donc a fortiori sur peut-être la survie de certaines nidifications, même si on l'a dit, hein, les helpers ne s'arrêtent pas de travailler, ils font plus de recherche de nourriture qu'ils ne couvent les œufs. Bah, il est possible aussi qu'à cause de la température, on ait un écosystème qui soit un petit peu déstabilisé et que du coup, Hmm. vous avez besoin de plus faire de recherche de nourriture parce que tout simplement, il y en a moins d'accessibles. Alors pas forcément parce qu'il y en a moins, mais mettons par exemple que les insectes se cachent dans les endroits où il fait plus frais, dans le sol, sous les branches, bref, dans des endroits qui ne sont pas accessibles pour les oiseaux, par exemple. Si, en l'occurrence, c'est un petit insectivore un peu opportuniste, on va dire. Donc il a besoin de cette source de nourriture et quand il fait un peu trop chaud, bah, c'est plus difficile à trouver. Donc peut-être que les Hmm. helpers, ils sont justement là juste pour mettre l'effort supplémentaire sur la recherche de nourriture parce qu'il en manque, tout simplement. Et il y a une question aussi, c'est de savoir pourquoi des fois on a autant de helpers, puisque sur l'étude il y a 5 groupes qui considèrent 4 auxiliaires de plus, donc on se retrouve avec le couple plus les 4 auxiliaires à s'occuper de la nidification, ce qui est énorme. Savoir si c'est un véritable bénéfice. Je ne sais plus s'il y avait eu une étude qui était sortie sur le jet de Steller là-dessus, ou sur un autre jet en Amérique. Ça me revient à l'instant. Il me semble qu'il faisait un comparatif entre le fait qu'il y ait plusieurs auxiliaires Mm.
C'est quelque chose que j'avais vu en cours d'éthologie, si mes souvenirs sont bons, en cours d'écologie. Il me semble qu'à un rapport à partir de 3 helpers, il y a moins de bénéfices. Je sais plus, c'est vague et je saurais pas retrouver l'étude pour être honnête. Mais voilà, il y a peut-être aussi des choses à décortiquer de ce côté. Oui, il y a des trucs intéressants là-dedans aussi à regarder. Après, faut voir aussi que les aides comme ça, ce sont souvent des poussins des années précédentes qui sont restés avec les parents pour X ou Y raison. Par exemple, chez les bucorves que j'ai pas mal côtoyés, les poussins des années précédentes restent avec les parents. Enfin, les poussins d'un certain sexe restent avec les parents, les autres vont dans d'autres groupes. Et du coup, vous pouvez avoir des groupes familiaux comme ça qui vont jusqu'à une dizaine d'individus facilement et dont les jeunes des années précédentes, parce qu'ils ne sont matures qu'à partir de l'âge de 7 ans, les jeunes des années précédentes aident à la nidification. Et donc le poussin qui va naître cette année-là, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui naît, eh ben, bénéficiera de tous ses oncles et tantes autour de lui pour l'aider à grandir. Et c'est très très important, surtout chez des espèces qui n'ont qu'un ou 2 poussins par an, par exemple, qui ont vraiment besoin de tabler sur la survie de ces poussins-là. Bon. C'est une manière d'améliorer les soins parentaux, en quelque sorte. Ah bah, clairement, c'est quelque chose qui a un certain bénéfice, et on l'a dit, bénéfice mutuel, puisque par la suite, c'est de l'expérience que les jeunes vont acquérir pour eux aussi chercher de la nourriture. Exactement. Et puis je crois même construire des nids, il me semble. Oui, parce que la position, dans cette étude, il ne parle pas de construction de nids, mais il me semble aussi qu'il y a construction de nids. Ah oui, il y a tout. Il y a même là-dedans, il y a la défense du territoire aussi, parce que c'est pareil, il faut savoir comment défendre son territoire contre d'autres, comment s'établir, quel territoire choisir, etc. Il y a plein de choses. Chez les bus de Harris, par exemple, qui sont l'un des seuls oiseaux de proie qui peut vivre en groupe, c'est pas toujours le cas, mais ils peuvent vivre en groupe, et pareil, on a des aides comme ça, qui sont les poussins des années précédentes, qui vont aider à élever les poussins des années suivantes. Et c'est pareil, c'est important pour la buse de Harris de savoir comment s'établir, trouver un territoire, gérer le territoire en question, et puis après construire le nid, trouver un lieu correct pour faire le nid, et puis élever les poussins. C'est important tout ça, ça aide à l'apprentissage derrière et à la survie des futurs poussins, donc c'est très important. Et c'est comme ça qu'on devient un adulte, voilà. Absolument. Exactement. Parle désormais de la couleur jaune. Alors je suis curieux. Pourquoi la couleur jaune précisément ? J'avais envie de faire un petit sujet un petit peu plus détente pour une fois. Donc on n'est pas sur un article scientifique cette fois-là, on est juste sur une observation. Bon, c'est déjà pas si mal, tu me diras, mais... Okay. Du coup, c'est une observation d'une mésange charbonnière qui n'avait pas le ventre jaune. Alors, si vous connaissez... Voilà, on est parti sur la couleur jaune, tu vois. C'est sorti il y a pas longtemps, je crois. Et justement, on est dans les news, qu'est-ce que tu crois ? C'est vrai. Donc bref. Beaucoup plus que le 15 avril 2023, en tout cas. Ah bah... Mais... oui, bon, ouais, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est l'étude qui date du 15 avril 2023. C'est comme j'ai dit, tu vois, c'est pas grave, c'est toujours intéressant ce genre d'étude quand même. Ah bah c'est le principe du courrier de la Sterne, on parle de ce qu'on découvre. Et voilà, exactement, et c'est ça qui est bien. Alors, cette mésange qui n'est pas jaune, parce que autant des mésanges charbonnières qui n'ont pas de cravate noire, j'en ai déjà vu, autant des mésanges charbonnières qui n'ont pas de jaune, j'en ai jamais vu. Et ben voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que, bon, je sais pas si tout le monde voit la mésange charbonnière, mais pour une fois, je vais vous parler d'un oiseau qui vit en Europe, ça changera un peu. Et donc, cette mésange charbonnière, je suis certaine que vous l'avez déjà vue si vous vivez en Europe. Un petit oiseau avec le ventre jaune, avec la tête noire et blanche, une superbe joue blanche sur le côté, des ailes un petit peu grisâtres, le dessus du corps qui est dans les verts jaunes,
et une petite cravate noire qui fait tout le ventre, normalement, hein, si on parle de l'espèce européenne évidemment. Faut savoir que la mésange charbonnière, il y a plusieurs variations de coloration déjà le long de son aire de répartition, tant et si bien que on a décidé d'en faire en fait 3 espèces, la mésange charbonnière. Ce n'est plus une seule espèce, c'est 3 espèces maintenant. Donc vous avez la mésange charbonnière donc de l'Europe, évidemment, mais vous avez aussi la mésange charbonnière indienne en Asie du Sud et la mésange charbonnière minore au Japon, dans l'Extrême-Orient, mais aussi un peu en Chine. Donc bref, vous avez une aire de répartition qui est gigantesque, et donc vous avez un petit peu de variation sur cette aire de répartition, évidemment. Mais là, en l'occurrence, celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est une petite mésange charbonnière qui a été vue en Belgique. Et alors, cette mésange charbonnière en Belgique, normalement, elle fait partie de l'espèce européenne, et normalement, elle est censée avoir le ventre jaune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le ventre jaune, celle-là? Elle a un ventre un peu grisâtre, avec de très légères touches de jaune, mais on vous mettra les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir les images, hein, parce que voilà, elle a été photographiée tout de même. Et elle est assez photogénique d'ailleurs. Et du coup, cette petite mésange charbonnière qui n'a pas de jaune, eh ben on se pose la question de pourquoi il n'y a pas de jaune. Alors, petit rappel vite fait... Mais oui, pourquoi elle a pas de jaune, dis donc? Petit rappel vite fait sur la coloration du plumage. Chez les oiseaux, les couleurs jaunes, alors ça dépend des espèces évidemment, ça dépend des familles, mais en règle générale, la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur orangée, la couleur rosée même, tout ça, ça vient d'un pigment qu'on appelle les caroténoïdes. Des caroténoïdes qui se retrouvent dans l'alimentation de l'oiseau, mais qui ne sont pas fabriqués donc par le corps lui-même. C'est-à-dire que si l'oiseau ne le trouve pas dans son alimentation, il ne pourra pas après l'utiliser pour le mettre dans son plumage. Donc, et c'est extrêmement important, hein, la coloration chez les oiseaux. Si l'animal ne peut pas trouver sa nourriture, c'est notamment le cas chez... Enfin, c'est plus, je dirais peut-être plus important chez le mâle que la femelle. On peut tout simplement passer à côté d'une reproduction ou ce genre de choses-là. Donc, trouver la nourriture chez les oiseaux, c'est extrêmement important. Avoir ces couleurs, c'est extrêmement important. Exactement. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est notamment lié à la reproduction, mais c'est aussi lié, ces pigments, à d'autres fonctions du corps, notamment à la vue. Il y a des caroténoïdes dans les cellules de l'œil qui permettent la vue, hein, dans les cônes et les bâtonnets. Mais aussi, il y a pas mal de caroténoïdes qui sont utilisés dans une partie du système immunitaire en quelque sorte. Et donc en fait, avoir beaucoup de caroténoïdes et montrer qu'on a pas mal de caroténoïdes, ça montre qu'on est un oiseau en bonne santé et qu'on pourrait être possiblement un bon reproducteur. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les femelles choisissent des mâles qui sont très colorés. Hein, parce que ça veut dire qu'ils sont plutôt en bonne forme, généralement. Ça veut dire aussi qu'ils ont le temps de prendre soin de leur plumage. Enfin bref, il y a plein de choses là-dedans aussi. Donc c'est important pour une femelle de choisir un beau mâle. Hein. Une sorte de comparaison avec l'humain aussi, on est pas mal là-dessus. Bref. Et c'est la femelle qui choisit, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, exactement. Bon, pas toujours, mais bon, mettons. Du coup... Il est vrai. Du coup, ces oiseaux-là, normalement, le jaune vient des caroténoïdes et devrait être trouvé dans l'alimentation. On peut donc se dire que la première hypothèse pour laquelle la mésange n'est pas jaune, c'est que elle n'a pas trouvé les bons trucs, hein, à manger, et que peut-être qu'elle n'a pas trouvé les bons aliments pour que ça se retrouve dans son plumage. Petite précision aussi, une fois que les plumes ont poussé, la couleur de la plume ne change plus. Hein, ça veut dire que une fois que la plume a poussé, elle ne changera de couleur qu'après la mue, lorsque l'oiseau renouvellera le plumage. Ça peut arriver 1 à 2 fois dans l'année en fonction des espèces, mais en gros... La mésange charbonnière avec le ventre qui est gris au lieu d'être jaune, elle va passer une année avec un ventre gris. Et puis l'année suivante, peut-être qu'elle aura le ventre jaune, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça va durer un an. Si elle est sage, si elle est sage, si elle a demandé au Père Noël... Voilà, mais ça se modifiera pas après la pousse de la plume, hein, c'est pas possible. Donc même s'il remange des caroténoïdes derrière, ça changera rien. Il faudra attendre un petit peu. Donc ça c'était la première hypothèse, peut-être qu'elle n'a pas trouvé des caroténoïdes, sauf que cette mésange-là, elle a été photographiée sur une mangeoire, elle a accès à la même mangeoire que les autres mésanges, elle a accès au même environnement, au même jardin que les autres mésanges, autres mésanges qui ont un ventre bien jaune, sur le même terrain, donc c'est pas forcément, c'est pas forcément lié.
c'est peut-être pas forcément le problème de l'alimentation. L'autre hypothèse, c'est que les caroténoïdes, ça ne s'utilise pas directement comme ça nécessite d'être transformé avant d'être utilisé dans le corps, dans les différentes fonctions, et notamment dans le plumage. Normalement, les cellules qui vont produire la plume vont aussi transformer les caroténoïdes et permettre ensuite de les mettre dans les plumes pour qu'elles fassent effectivement leur rôle de pigment. Mais ça nécessite une sorte de machinerie cellulaire pour la transformation de ces caroténoïdes, et il est tout à fait possible que cette mésange n'ait pas la machinerie cellulaire possible pour transformer les caroténoïdes et donc pour avoir un plumage jaune. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Donc ça c'était la deuxième hypothèse. Ou alors, l'autre hypothèse possible, c'est que peut-être, tout simplement, on a une mutation chez cette petite mésange charbonnière, et comme il y a quand même un petit peu de jaune dans le plumage, on peut se dire que bon, il semblerait que la machinerie cellulaire a l'air de fonctionner, au moins dans certains endroits, mais peut-être que tout simplement il y a une mutation sur certains gènes qui fait en sorte que il n'est pas possible d'exprimer la couleur jaune dans ces plumes-là, et qu'au contraire, ces plumes-là, elles sont plus dans les couleurs blanchâtres, grisâtres, etc. Bref, il y a un truc quelque part qui a changé, qui n'est pas comme une mésange charbonnière normale. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va se produire sur toute la durée de sa vie, si c'est le cas. Donc de toute façon, ça ne changera pas grand-chose la saison prochaine, même si les plumes repoussent derrière, malheureusement. Et il est fort possible que cette pauvre petite mésange charbonnière, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, cela dit, mais elle ait quelques petits soucis pour sa reproduction, au moins cette année et peut-être les années suivantes. On ne lui souhaite pas, en tous les cas, mais voilà, il est possible qu'elle soit un petit peu mise de côté, hélas. Donc... On essaiera de prendre de ces nouvelles l'année prochaine, du coup. Exactement. Ça peut peut-être mener même au décès de cette mésange, si c'est un gène qui code pour des fonctions vitales. Tu parlais d'immunité à l'instant. Donc il y a aussi ce risque. C'est possible, mais enfin le fait qu'elle soit elle est taille adulte. Alors on ne sait pas quel âge elle a, mais elle est taille adulte, c'est plus un poussin, clairement il y a le plumage d'adulte. Okay. Donc on se dit que bon, ça a l'air de plutôt aller bien, elle avait l'air en forme, il n'y a pas eu de soucis, les photos que j'en ai, elle a l'air en bon état, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que... Tu veux la vendre sur le bon coin? Comment ça se passe? Bon état général. On va avoir des problèmes à saisir. Pas serré trop. On va vendre des oiseaux maintenant. Ça a changé le courrier de la Sterne. Ça a changé. Bon sang. Bon, en tout cas, voilà. Il y a des choses comme ça intéressantes, des petites mutations de coloration qui peuvent arriver. Et le problème, c'est qu'on peut pas non plus... On a quelques hypothèses sur pourquoi ça se passe comme ça, mais on sait pas exactement laquelle est la bonne tant qu'on n'a pas récupéré l'oiseau et qu'on n'a pas fait un petit test pour savoir effectivement ce qui se passe dans les plumes. Parce que voilà, donc... Si vous avez d'autres mutations de couleurs d'ailleurs, comme ça que vous avez pris sur pellicule, n'hésitez pas à les envoyer d'ailleurs, parce que moi j'aime bien regarder ce genre de choses et essayer de me poser ce genre de questions, c'est toujours intéressant. On se chargera de les vendre du coup. Mais complètement. Évidemment, pas de CDLS si jamais vous voulez communiquer vos photos, c'est sur Twitter bien sûr, et puis sur YouTube si jamais, et puis on a nos MP d'ouvert sur Twitter, oui. sans trop de soucis si jamais vous voulez un petit peu plus discuter avec nous. En parlant de discussion, on va annoncer une certaine nouvelle, ma chère Sophie, oui. parce qu'on va se retrouver un petit peu plus tard dans cette semaine. Exactement. Tu sais pourquoi on se retrouve? Parce qu'on va parler de migration des oiseaux. On sera sur le Twitch d'Oamgui, OAMGUI, pour vous parler un peu du courrier de la Sterne, mais surtout de la migration des oiseaux. On va avoir plein de choses à vous raconter, plein d'anecdotes, des choses qu'on a racontées dans le courrier de la Sterne, peut-être, et des choses qu'on n'a pas racontées dans le courrier de la Sterne. Ce sera, mes souvenirs sont bons, vendredi à partir de 20h30, tu me corriges si j'ai ça. Oui. C'est bien le 6 octobre, donc vendredi à partir de 20h30, on se retrouvera pour parler de la migration des oiseaux. Donc n'hésitez pas à venir pour discuter avec nous, pour rigoler un bon coup, parce que voilà. Et on aura peut-être l'occasion de vous vendre aussi d'autres oiseaux qui viennent de par le monde, et donc qui seront beaucoup plus chers que cette pauvre mésange charbonnière. Oh, pauvre petite. C'est vrai. Moi je la trouve très bien.
Voilà, 20h30 sur le Twitch d'Oamdi pour parler oiseaux. Il y aura une rediffusion pour ceux qui ne peuvent pas être là, bien sûr. On vous renverra directement dessus. Et c'est comme ça que se termine cet épisode du Courrier de la Sterne. Merci encore, Sophie, d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci à toi, Florian, pour un article très intéressant, ma foi. Et que vous retrouverez bien évidemment dans la description du Courrier de la Sterne sur YouTube, en podcast bien évidemment. D'ici là, on vous souhaite de passer une très bonne semaine. À vendredi pour peut-être nous retrouver pour parler migration. Et sinon, à la semaine prochaine.